Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'ai changé un petit peu de registre, mais mon orientation sera toujours sur le home cinéma. Mais voilà, je voulais vous faire partager une série que j'ai adorée. Sur une catastrophe, malheureusement, je peux pas dire sans précédent, parce qu'il y a eu malheureusement un précédent. On va revenir 35 ans plus tôt, le 25 avril 1986, en Ukraine, pas loin de la petite ville de Pripyat, à 3 km. Je pense que vous aurez compris qu'on va parler du fameux réacteur KPMK numéro 4. C'est malheureusement une catastrophe qui a eu lieu en 1986, qui a touché indirectement ou directement toute l'Europe. Cette catastrophe a été adaptée dans la série Tchernobyl. Je vous conseille fortement d'aller la voir. C'est très intéressant, très instructif. Et vraiment, ils se sont approchés au mieux de la réalité. Tout commença par la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie. Je suis beaucoup intéressé à qu'est-ce qu'était la radioactivité, qu'est-ce qu'est l'uranium stable, l'uranium instable, qu'est-ce que provoque l'uranium instable. Je me suis beaucoup intéressé à ça, qu'est-ce qu'était un rayon ionisant. Voilà, toutes ces choses-là, les rayons gamma, alpha, bêta, enfin voilà. Un proton, neutron, voilà. Je me suis beaucoup intéressé à la radioactivité, j'ai lu beaucoup de choses sur ce qui s'est passé sur la catastrophe de Tchernobyl, donc j'avais envie de faire partager ça dans cette vidéo, donc je vais en même temps expliquer un petit peu tout ce que moi j'ai lu, tout ce que dans les livres, par rapport aux documentaires, et aussi à travers des vidéos que je vais vous montrer en même temps. Et cette série Tchernobyl, c'est intéressant de savoir déjà comment fonctionne une centrale nucléaire. Dans cette série, il y a des choses qui vont revenir assez souvent. Vous allez souvent entendre parler de graphite, de radiation. Effectivement, il y aura des passages visuellement difficiles à regarder. Alors on pourrait croire effectivement que c'est de la fiction, que c'est pas la réalité. Et au contraire, on est vraiment même en dessous de la réalité. Effectivement, quand on pense nucléaire, on pense à la bombe nucléaire, comme Hiroshima, comme Nagasaki. 9 pays, et peut-être sûrement plus, ont l'arme de dissuasion, l'arme atomique, la bombe atomique. Alors, petite devinette, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une centrale nucléaire et une bombe atomique? Tous les éléments chimiques, c'est-à-dire du plutonium, de l'uranium, du ruthénium et du césium. En général, ça fait un beau petit feu d'artifice. Pour faire une analyse, pour ma part, je pense que le nucléaire causera notre fin. Malheureusement, c'est ce qui arrivera tôt ou tard. Les accidents nucléaires que je vais énoncer, alors il y a eu effectivement des cas où on n'a pas trop parlé. On va parler du cas de Mayak, pas loin de la Russie. On va parler du cas de la Pennsylvanie aux États-Unis. Alors effectivement, Tchernobyl, puisque c'était une des plus grosses catastrophes. Et on a eu plus récemment Fukushima. Dans ce cas présent, on va parler de la catastrophe de Tchernobyl le 25 avril 1986 et les conséquences qui auraient pu être encore plus dramatiques. Petite précision, les vidéos et les photos sont les vraies archives de la catastrophe de Tchernobyl. Alors on va déjà commencer à s'intéresser à comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc une centrale nucléaire, c'est comme un moteur à vapeur ou une grosse cocotte minute. Sauf que le combustible, ça ne sera pas le gaz, mais ça sera de l'uranium qui sera à l'intérieur de la cocotte minute. Voilà, pour schématiser un peu. Je ne vais pas vous expliquer le circuit primaire, secondaire. On va aller au plus simple. Des barres de combustible, barres d'uranium, en fait, vont chauffer l'eau grâce en fait à la fission. Le combustible, l'uranium 235, absorbe un neutron. Ce phénomène s'appelle justement la fission. On pousse le noyau à se diviser, ce qui entraîne en fait une réaction en chaîne. Cette fission en fait émane une chaleur un peu importante en fait, qui va faire qu'en fait ça va chauffer l'eau, et en fait cette eau on va la transformer en vapeur, et ça va permettre de faire tourner des turbines, et ces turbines sont reliées à un alternateur, ce qui va produire finalement l'électricité. Après ça va passer dans un transformateur, etc. etc. Voilà comment fonctionne rapidement une centrale nucléaire.
Alors c'est un résumé très condensé du fonctionnement d'une centrale nucléaire. J'ai vraiment fait vraiment le plus simple, hein. Question, pourquoi on utilise ce métal lourd, c'est-à-dire l'uranium, qui est très dangereux? Alors on utilise ce combustible tout simplement parce qu'avec une faible quantité, on peut obtenir énormément d'énergie. Exemple de combustible comme le charbon, il faut 1,5 tonne de charbon pour obtenir avec 100 grammes d'uranium la même énergie. De plus, les barres d'uranium ou crayons, c'est la même chose, ont une durée de vie entre 3 et 4 ans. Alors maintenant qu'on sait comment fonctionne une centrale nucléaire, bravo à vous, vous êtes de vrais physiciens maintenant. On va s'intéresser à cette fameuse date du 25 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl. En 1984, en Ukraine, démarre le réacteur KPMK numéro 4 à 96 km de Kiev. C'est à la demande des autorités nucléaires du pays, l'un des fleurons de la technologie soviétique, qu'un test devait être effectué. Celle-ci avait pour but de couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si celle-ci conservait la puissance pour démarrer les pompes à eau servant à refroidir le cœur du réacteur. Ce test va être effectué sous le commandement de l'ingénieur en chef, le plus haut de la hiérarchie, Anatoly Dyatlov. Celui-ci a la réputation d'être très dur avec son équipe et très autoritaire. Dyatlov ordonne à son équipe de faire baisser la puissance. Il fait chuter les barres d'arrêt d'urgence, sauf que le Scram, censé tout arrêter, va au contraire déclencher la catastrophe. Une diminution trop rapide de la puissance, le cœur s'empoisonne en xénon et la puissance chute. La première heure de Dyatlov, pour le test, la consigne indiquait formellement de descendre la puissance entre 700 et 1000 MW. Lui ordonne à son équipe de la descendre à 200 MW. Un des ingénieurs de son équipe s'oppose en lui indiquant le danger et la réaction du réacteur. Face aux menaces de Dyatlov, celui-ci s'incline. Puissance chute. 200, 100 et le réacteur s'arrête. À ce niveau-là, à ce moment-là, la catastrophe aurait pu être évitée. Il aurait fallu, à ce moment-là, arrêter tout simplement le réacteur et attendre la décroissance du xénon 135. Pour vous dire, même l'ordinateur central de la centrale nucléaire préconisait un arrêt du réacteur. Alors, je rappelle les faits. Le réacteur est à l'arrêt, il est à 0. Dyatlov va prendre la décision et donner l'ordre, ce qui va être fatal et sceller la catastrophe. Ne suivant pas les recommandations de son équipe d'ingénieurs et leurs désaccords, alors Dyatlov exige la levée des barres qui permet de faire remonter la puissance de normalement 200 MW, normalement. Mais le cœur s'emballe faisant monter la température trop vite. La réaction de l'équipe et de mettre l'arrêt automatique du réacteur appelé AZ5. Alors le problème est que la descente des barres, mais l'insertion, commence par celle du graphite. Alors je résume les faits. Il décide d'appuyer sur le bouton AZ5. Le bouton AZ5, cela permet de faire redescendre les barres d'uranium, les crayons d'uranium, et en fait ça permet de faire redescendre la température du réacteur. Donc pas forcément une mauvaise idée à la base. Le seul souci qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est l'effet inverse qui va se produire. Alors pourquoi? C'est-à-dire que la première fois en fait que les barres étaient redescendues dans le réacteur, il s'est formé un point chaud. Donc toute la chaleur en fait est redescendue au niveau des embouts des barres, des crayons. Il faut savoir que l'embout des crayons, c'est du graphite qu'il y a eu. Donc ce point chaud est resté au niveau du graphite. Et quand ils ont remonté les barres, cette chaleur est restée. Donc quand ils ont voulu, effectivement, quand ils ont appuyé sur le bouton AZ5, ça a redescendu les barres. Et là, il s'est formé une forme d'ébullition. C'est comme si vous chauffiez une casserole sur un feu et puis vous la mettiez dans un bac. Ce qui va se passer, c'est que votre eau va chauffer ou va être en ébullition. C'est exactement ce qui s'est passé avec les barres d'uranium. Alors ce défaut de conception a encore augmenté un peu plus la réactivité sur critique prompt.
Et là, ça sent le sapin. La pression monte en flèche, transformant le réacteur en une gigantesque cocotte minute. Alors Tchernobyl, c'est l'une des plus grosses catastrophes nucléaires qui ait existé. Alors je voulais parler des oubliés, des sacrifiés. Alors bien sûr, je parle des liquidateurs. Alors dire que je leur rends hommage, le mot est très faible. Mais il faut quand même savoir que grâce à eux, on a évité vraiment le pire. Déjà, le fameux nuage de Tchernobyl aurait été beaucoup plus important, beaucoup plus de retombées. Chose encore plus grave, il faut savoir que effectivement, il restait encore le magma en fait, le corium. Ce fameux corium, s'il avait en fait percé la dalle, ça aurait provoqué avec l'eau une réaction en fait qui aurait provoqué une explosion en pulvérisant les 3 autres réacteurs restants. Il faut savoir que à Tchernobyl, il y avait 4 réacteurs. Donc le fameux numéro 4, et il y en avait 3 qui étaient à côté. À titre comparatif, si je prends le cas de Hiroshima, la bombe faisait 15 kilotonnes. En comparaison, s'il y avait une explosion à Tchernobyl entraînant les 3 autres réacteurs, ça aurait été 330 fois plus puissant que Hiroshima, que la bombe Hiroshima. Et 2 autres réacteurs devaient être construits à Tchernobyl. Donc il y aurait pu avoir 6 réacteurs. Alors vous imaginez bien, c'est même plus une catastrophe, c'est... Donc voilà un exemple. Je vais vous envoyer un docu fiction qui est vraiment très minimisé parce qu'il faut savoir qu'on ne parle pas des retombées radioactives. Alors on a eu notre nuage Tchernobyl. Là c'est plus un nuage là qu'on aurait eu. Ça aurait été vraiment, quand je vous dis que ça aurait été le chaos, le mot est très faible. Je ne pense pas qu'il y ait 2 mots pour exprimer ça. Voilà, ça vous donne une idée par rapport à la Russie, ce qui serait passé économiquement, enfin à tout niveau, quoi. L'URSS, Mikhail Gorbatchev, inaugure en grande pompe les réacteurs 5 et 6 qui font de Tchernobyl la centrale la plus puissante au monde. 2 jours plus tard, suite à des défaillances du système électrique, les 6 réacteurs explosent en même temps. La déflagration s'entend jusqu'à Minsk, à 400 km de là. Le souffle de l'explosion a tout anéanti sur un rayon de près de 100 km. Kiev, la capitale ukrainienne, n'est plus qu'un champ de ruines. Le 14 mai, Mikhail Gorbatchev intervient à la télévision soviétique. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. C'est sa dernière apparition publique. Son successeur, le général Yanayev, tente de rattraper la situation. Президент Горбачев все эти последние 6 лет, естественно, и организм изнашивается немножко. Malgré cette intervention, des populations entières fuient un danger invisible. Les villes se vident de leurs habitants. Dès le mois de mai, on assiste à des mouvements de population inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Submergés par ces vagues de réfugiés, les gouvernements d'Europe de l'Ouest refusent d'accueillir ceux qu'on appelle dorénavant les irradiés. Le 27 juin 1986, un bateau de réfugiés accoste à Istanbul. À son bord se trouve Mikhail Gorbatchev, qui s'est échappé de sa datcha où il était placé en résidence surveillée depuis la catastrophe. Il a ramené avec lui des photos des rares survivants qui se terrent désormais sous le sol. Si on avait eu le même genre de catastrophe en France? Le 15 août 2018, un défaut de conception de la centrale de Flamanville, la plus puissante au monde, provoque l'explosion du réacteur numéro 1. Dans les jours qui suivent,
un nuage radioactif s'étend sur l'Europe de l'Ouest. Les autorités européennes instaurent l'état d'urgence sur tout le continent, provoquant un exode sans précédent. En quelques jours, les grandes capitales européennes sont désertées par leurs habitants. Donc voilà, ça donne une petite idée de ce qui pourrait arriver en France, en scénario catastrophe. Alors je suis pas un anti-nucléaire, mais il faut bien se dire qu'une centrale nucléaire, c'est pas une usine de chaussures, quoi. Faut vraiment prendre le maximum de précautions et avoir un maximum de sécurité. C'est vraiment important pour pas que ça arrive. Voilà. Alors effectivement, à la base de Tchernobyl, il y avait des défauts il y a eu beaucoup de défauts de construction vis-à-vis de la centrale nucléaire. D'ailleurs, elle a été faite un petit peu à l'arrache, un petit peu à la va-vite si vous regardez un petit peu l'historique de la construction. Et c'est vrai que les centrales nucléaires en France sont déjà beaucoup plus sécurisées que celles de Tchernobyl. Alors il y a effectivement la double enveloppe aussi qu'on a en France qu'il n'y avait pas à Tchernobyl. Alors je voulais diffuser ce dernier documentaire qui est vraiment super touchant, super difficile à regarder. Je le signale à l'avance. Mais c'était important que j'incorpore cette vidéo en plus parce que je trouve qu'effectivement il n'y a eu aucune reconnaissance envers les liquidateurs. Et vous verrez comment on les a remerciés gentiment, comment il n'y a eu aucun soutien au niveau de leurs femmes, de leurs enfants. Et je trouve que c'est vraiment une honte par rapport à l'Europe, quoi. Voilà, par rapport à, je pense qu'ils nous ont sauvés quelque part. Une catastrophe qui aurait pu être beaucoup plus grave. Et voilà la reconnaissance qu'on a eue envers eux, quoi. Alors la plupart des gens, quand on parle de radioactivité, c'est pas vraiment parlant. Pareil quand on leur dit qu'une personne a été irradiée. On se rend pas compte des conséquences sur le corps que ça fait. Je crois que c'est la pire des atrocités qu'on peut avoir. Donc là, je voulais montrer la réalité et l'horreur de la radioactivité. Donc c'était important que je mette cette vidéo. Moi, j'en parlais encore avec un ami il y a 2 jours. Je lui parlais de Tchernobyl, je lui parlais des conséquences vis-à-vis d'une personne qui avait été irradiée. Et il ne savait même pas ce que c'était une personne qui était irradiée, enfin les conséquences que ça avait sur le corps. Donc là, je me dis qu'on part de loin, quoi. Donc c'était important que je le montre, même si c'est un peu trash, mais c'est malheureusement la réalité, il faut la montrer. Alors, chose importante, dans le documentaire que vous allez voir, tous les témoins qui vont parler, donc la plupart c'est des liquidateurs ou des pilotes d'hélicoptères qui ont été confrontés à Tchernobyl, ils sont tous morts. Ils ont eu effectivement un petit peu d'argent, mais c'est vraiment que dalle, et un diplôme. Alors il faut savoir qu'il y a des contrôles qui sont faits, et quand on a une suspicion d'accident nucléaire, c'est en fait l'IRSN, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, qui mettent en fait des filtres en place pour contrôler le taux de radioactivité. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où ils trouvent du ruthénium 106, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a eu un accident nucléaire. Car le ruthénium 106 n'existe pas à l'état naturel. Donc il est fabriqué chimiquement par l'homme. Et bien sûr utilisé dans les centrales nucléaires. Alors deuxième petite précision, il faut savoir que la centrale nucléaire de Tchernobyl ne s'appelle pas Tchernobyl. En fait, elle s'appelle Lénine, comme l'ancien chef de l'État. Et elle n'est pas à Tchernobyl, elle est à 18 km de Tchernobyl et à 110 km de Kiev.
очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Так, держи. На крыше АЭС я был 4 дня. Первый день я, значит, долбил бортик плиты, чтобы был стек воды. На второй день скидывал бетонную плиту. Это минут 5 задержалось у нас. На третий день снимали вентиляционную эту трубу, скидывали. Вот, и на четвертый день я скинул 1 кусок графита. И пришлось руками взять и туда выбросить. Вот. Le graphite et l'uranium répandu sur le toit de la centrale de Tchernobyl irradiaient jusqu'à 20 000 Röntgen-heures. Un morceau de graphite tenu entre les mains transmettait en 1 seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière en conditions de radioactivité naturelle. 1 million d'hommes, appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur pour le recouvrir avec un sarcophage improvisé en conditions de radioactivité terrifiante et pour effacer les conséquences de la catastrophe partout dans les territoires. Ils ont combattu les radionucléides à main nue, avec des pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir. Les scientifiques soviétiques calculaient que si l'incendie de Tchernobyl n'était pas éteint pour le 8 mai, le combustible nucléaire en fusion aurait percé la dalle de béton sous-jacente, serait précipité dans le bassin de refroidissement et aurait amorcé une explosion atomique 20 à 50 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'Europe aurait été inhabitable. Le 6 mai, l'incendie était maîtrisé grâce au sacrifice extrême des liquidateurs. Mais ils ont été mal récompensés. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie les ont abandonnés à eux-mêmes. L'Occident les ignore. В то время, пока еще до реактора, когда я получал грамоты, это как поощрение было. А сейчас на них я смотрю, как это мусор, который, говорится, нам тогда обещали много чего. Выдавали за хорошую работу на крыше. Что приходилось, вот когда работал на крыше, и после, когда сходил, спустился вниз, и тут гвардии полковник вручал. Называли там так нас. Бегишь, как собака, а утекаешь, как заяц. Сейчас в данное время уже стал инвалидом 2-й группы. Заболеваний столько, что их нельзя даже пересказать. Как у 70-летнего деда в 35 лет. Мы очищали уже крышу сверху, потому что когда накрывать саркофаг надо было сверху, наверху находился уран после взрыва, графит этот, стержни. Это роботы там не выдерживали, техника. Плавились внутри все приборы, они останавливались там на крыше, так и оставались стоять. Потом поставили людей. Выходили мы на крышу работать просто в солдатской одежде. Лепесток на лицо одевался, стекло, такое, как у мотоциклиста. Из свинца себе, из свинца, листы были свинца, вырезали такой вот лист, вырубили топором, значит, и свинцом просто сами для себя уже, чтобы, как говорится, свинец не так пропускает. Сами себе делали костюмы. Значит, вот здесь вот до вас соскоблили куски крыши, рубероид, его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Нет, понятно. Так, все, вперед!
Короче, первый раз был 40 секунд всего лишь. 40 секунд пробегаешь туда, если есть лопаты под руками, значит лопату хватаешь. Кусочек вот такой графита скил, нет лопат, значит приходилось руками брать. И руками сбрасывали вниз в реактор. Первый день меня дозиметр показал 34 рентгена, записали 9. Второй день что-то около 30, тоже 5 записали. Я вот и задал полковник. Он говорит, товарищ полковник, что вы делаете? Пишите то, что у меня есть. Идите отсюда, чтобы я вас не видел. И все, больше ни слова. Я пробовал тоже разобраться в этом. Ну, сразу было видно, во-первых, тошнить начало. И такое состояние, как ходишь, такое, ну, к себе места не находишь, короче, слабость появилась. На реакторе работал 2 месяца. Дежурный электрик. Это закачивали бетон в стену, ну, делали освещение, лазили, делали на реакторе. Все вот это. Был везде. Он мне говорил, тебе общая доза 11,92 бера. Я пошел, я говорю, я иду до начальника, это неправильно. Пожалуйста. Я прихожу до начальника, он сидит и смеется. Скажи спасибо, что столько, так мы еще меньше запишем. Савченко, бывший министр здравоохранения, Савченко заявил однозначно, что их вызвал Рыжков и сказал, это не секретно, это сверхсекретно. Все дозы и все сведения о чернобыльской трагедии. Вот весь подход. Поэтому не вели с ним учет доз, и если даже где велся, он обязательно специально занижался. Мне сразу дали измерять дозу радиации. Это вот населенные пункты, которые подлежали там снятию грунта, там, ну, короче, уменьшению радиации. Получилось так, что мне дали прибор, а я его к чему не приставлю, он постоянно зашкаливает радиацию, слишком большую показывает. И я, чтобы не видеть этого всего, отдал им этот аппарат, а говорю, забирайте это, дайте мне что-нибудь другое. Они мне дали БСЛ-120, большую саперную лопату, и я пошел. Вот. И, значит, поработал я с лопатой недолго, дали машину поливомоечную. Вот. Работал на поливомоечной машине, поливали могильники там, дороги, все, работали по этим деревням, которые... Люди знали, что пустую работу делают. Я говорю, зачем вот это вот ерундой заниматься? Это ты не разговаривай, говорит, тебя сюда взяли, послали. Мы занимались дезактивацией деревень, то есть снимали лопатами грунт из деревень, грузили на автомашины, это вручную грузилось, естественно, вся пыль летела на нас, мы ею дышали. Состояние здоровья у меня сейчас, ну, это НЦД, это как у нас у всех чернобыльцев, это сердечный невроз. Значит, ухудшилось состояние желудка моего, очень болит желудок. Появилась почечная болезнь, никогда у меня почечной болезни не было. Ну и изменения небольшие такие в психике, я стал раздражительным, но не считая, что слабость это, усталость это само собой. Вот и вот приехал оттуда, все, сразу в октябре месяце приехал. В ноябре омертвела левая кисть, потом левая рука, а потом левая сторона, потом отнялись ноги, и все. У меня никто не знал, что делать со мной, короче, не давали ни связи, ничего. Ходил на работу, правда, работал на троллейбусе, возил людей, но я не признавался ничего, потому что семью кормить надо было. Я, значит, одной рукой, одной ногой и управлял. Пока на работе я не потерял сознание, короче, и меня не привезли в общежитие. Ну, а сейчас со здоровьем ходить не могу. Да, ходить не могу. У меня голова кружена, это мелочи. У меня главное ноги, что ноги не ходят. Я вот по квартире пройти, я по стенке иду. Как офицер, ну и вот, как я так наблюдал, вот это самое, люди действительно, они, в общем-то, осознавали, что это важная задача, да, мы спасаем. И рассчитывали, что да, мы будем потом, и нас не забудут. Но, как оказалось, сейчас мы лишние люди, мы обуза, мы мешаем, потому что мы требуем. Мы требуем просто человеческого отношения к себе. Нам сказали как, в Оксаковиче, значит, нас будут через каждые полгода обследовать. Сейчас полгода прошло, про нас даже никто не спрашивает. Ни врачи, никому мы не нужны, мы, короче, как отброски общества. Ну, я вас симпатичный, награждаю грамотой, денежной премией, желаю здоровья, благополучия и войти
В эту колею. Держите гранату. Получилось так, что падал, потом жонка говорит, садись в коляску. Ну, сел, а як сел, так и все. Таким уже и заробился, уже колясочником. Не знаю. Тяжело вспоминать, лучше не вспоминать. Солнце на улице светит, да и все хорошо. А так, если все вспомнить, так это вообще кошмар. Лучше не вспоминать. Это было давно и неправда. Я просто хотел попросить, вот, ну, если где-нибудь за границей люди есть, какие-нибудь такие, чтоб машину помогли там, не знаю, да, найти. Хай хоть поезжаную там или какой, чтобы только выехать на природу можно было. Потому что так без природы это тяжело. О, кошмар. Ну, хотелось бы, конечно. Я знаю, что эта мечта моя, конечно, несбываемая, но лежал как бревно на кровати. Собака пришел, глядит на меня. Так я говорю, что ты смотришь? Глядит, так я ругал. Так он думает, что? То ли человек с ума сошел, то ли что. Завернулся, пошел на кухню, побыл там, приходит опять, глядит. Я говорю, чего ты? Гау. Так он завернулся, опять пошел. Потом приходит третий раз, так я гау, так он гау на меня. Так я говорю, вот и поговорили с тобой. Кошмар. Пропал человек, да и все, за понюх табаки. Приходится смиряться совсем. Ну, молодые годы, все, ну так, считается 38. Почти. Можно дать и 60, какая разница. Я уже совсем смирился за эти годы вот Чернобыля. Водолазский помер, потом Игорек Климович помер, Ленька Затуранов помер. Короче, тут Колька Вербицкий и я. С 5 человек это я остался как такие, типа как белая ворона, короче, вот выделяться начал. Ну, не знаю, тут. Это была правда, ну так говорят, что давно неправда, никому не верь. И еще лучше до эти времена не вспоминать, потому что раньше был человеком, раньше ходил, раньше на машине ездил, а сейчас уже ни туды, ни сюды. Ну, есть что-то такое. Я не знаю, может, я перед Богом так уже сильно не нагрешил, но не знаю, нормально все. Кошмар. Кошмар. В 83 году женились, а в 86-м он уже в Чернобыль попал. Ну и там уже пошли всякие трудности. Он бесконечно был на больничных листах. Потом началось онемение левой руки, левой ноги, он их не ощущал. Ему говорили, что ты притворяешься, что ты дуришься тут. Вот. Но в конце концов, когда человек вообще не может ходить, это же он цеплялся и падал, и не один раз. И вообще это врачи говорили, что это, ну подумаешь, там, ну где-то что-то подстыл, может быть. Вот водителем работаешь, тебя просквозило. А это, оказывается, совсем другая болезнь. То есть Чернобыль — это еще не выясненная до конца как бы трагедия, и вот эта вот болезнь лучевая, практически она ж неизлечиваемая, и только вот экспериментируют над такими больными. Вот. Полгода лежал он, а потом, ну, так можно выразиться, заживо
человек разложился. Вот, у него стали ткани разлагаться все, вплоть до того, что были тазобедренные кости видны. Вот. Обрабатывала я сама, ну, то есть по рекомендации врача. Ходила к врачу, и она объясняла, как, что делать. Вот. Ну, вот так, пока не остановилось сердце. У него все шло, спина полностью вся, кость была видна, и тазобедренные суставы, вот кость. Можно было спокойно руку, вот я вставляла свою руку в перчатки, обрабатывала, и вот так вот обрабатывала тазобедренную кость. То есть, когда доставала оттуда уже шли такие остатки кости, то есть разложившиеся кости, загнившиеся. Вот, ему стало плохо. Причем резко плохо стало почему-то. Я, там спрашивали у врача и профессору ходили. Ну, в общем, где можно было, к кому можно было обращаться, ко всем обращались. Вот, сказали, что мы такую болезнь не знаем. Ну, как бы можем, чем поможем помогать, это то обезболить, там что-то вот такое вот. Ну, что вот это шло разложение тканей костного мозга, что, просто разводили руками. Ничего не могли помочь. Он только просил быстрее бы умереть, чтобы эти боли прекратились. Да, потому что он говорил, что очень сильно больно. Болит. Я не могла. Вот когда человека переворачиваешь со стороны на сторону, вот, он кричать, зажимал зубы иногда, а иногда просто стонал. Чтобы кричать, он не кричал, он терпел. У него была сила воли большая. У дочери отклонение с почками. У нее отклонение с почками. А сын у нас немножко заикается и зрение. Опущена одна почка и болит. Это вообще трагедия, я считаю, не то, что для нас, это для всей Белоруссии, потому что так ни за что людей, вот, как-то так. И тем более тех людей, которые помогали там и все делали, и вдруг их потом вообще забыли, только иногда. Вот. Квартиру, кстати, тоже выбивали через голодовку, вот эту квартиру, где мы сейчас живем. Муж ложился в больницу по Ксаковщину, вот, и там выбивали льготы и голодали, чтобы добиться льгот было. Потому что, когда забирали, обещали очень много. Обещали и квартиру, обещали и сады, там было тяжело с детскими садами детей устроить, а потом все это ушло как в никуда. Эти боли очень тяжелые, это тяжело вспоминать и смотреть на это все, это очень тяжело. Понятно за что. Да. Он на любую тему мог поговорить с любым человеком. Вот любой человек подходит к нему, и он может его разговорить на любую тему. Вот. Поэтому просто легко было с таким человеком жить, который мог и понимал, и все. И в жизни, в принципе, все дал. Вот понимаете, есть люди, которые они спокойны, они живут. Вот им вот есть и все. Вот это есть и все. А ему чего-то в жизни надо было. Он стремился к чему-то все дальше, дальше и дальше. Он спешил жить просто. Мы даже вот когда его похоронили, практически через год, только с Чернобыльской ассоциации позвонили и у нас спросили, мужа спросили. Мы сказали, что он умер, они даже не знали. Раз он сказал, что Бог дал мне 13 лет прожить после Чернобыля,
то он считал, что это большое дело. И, в принципе, ну как это объяснить, если он столько продержался? Здесь люди умирали сразу же. Водолажский, вот наш хороший знакомый был полковник, вертолетчик. Вот, он же практически сразу умер. И точно так же, как он. Точно такие же у него были разложения организма, как и у моего мужа. Он же действительно над реактором летал, он же с солдатами был, он же там саркофаг они одевали. Вот. И он, в принципе, он своих солдат, вот которые служили, он же с ними отстранял их от полетов, а сам летал. Поэтому он понимал, что это к чему ведет. Le 15 décembre 2000, le dernier réacteur en fonction à Tchernobyl a été définitivement fermé. Mais à l'intérieur du sarcophage, figé comme une lave, il y a 200 tonnes de combustible nucléaire éparpillées dans différents locaux qu'il faudra extraire dans les prochaines années. Le programme des travaux prévus pourra durer 1 siècle. Des équipes de spécialistes surveillent et documentent la stabilité du bâtiment 24 heures sur 24. On contrôle les fissures et veille sur le niveau d'humidité pour que ne se produise pas une réaction en chaîne. Des révélateurs de radioactivité introduits à proximité de l'uranium-235 ont signalé à 2 ou 3 reprises la présence de neutrons. En présence d'une masse critique d'uranium et d'humidité, les neutrons peuvent faire démarrer la réaction en chaîne et provoquer l'explosion. Le monstre de Tchernobyl respire encore. Voilà les amis, ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude, mais je reprendrai le système Home Cinéma. Mais je voulais changer un petit peu, donc j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à plus. Salut.